adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil, sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation, que ce sont eux qui ont créé les arts, la religion, la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, les sciences exactes, la physique, les mathématiques, la mécanique, l'astronomie, le calendrier, etc. La médecine, l'architecture, l'agriculture, ainsi de suite. À une époque où le reste de la Terre, c'est-à-dire l'Afrique, l'Asie, l'Europe, particulièrement la Grèce et Rome, était plongé dans une barbarie. Ignorant les faits historiques qu'on prend soin de lui cacher ou de déformer afin de les lui enseigner, il en est arrivé à épouser le point de vue de l'enseignement colonialiste, à constamment chercher à lui inculquer pour s'assurer sa docilité, à savoir qu'il n'a pas d'histoire ou de culture comparable à celle de l'Europe, qu'il est fait donc pour obéir et non pour organiser ou assumer les responsabilités. Il en résulte un manque de confiance en soi et en ses propres possibilités, ce qui est fatal à une œuvre aussi positive qu'une lutte de libération nationale. Il nous a donc paru nécessaire de tenter un travail qui, en permettant à l'Africain de se retrouver, de retrouver la continuité de son histoire et la consistance de sa culture, en même temps que les moyens d'adapter celle-ci aux exigences modernes, lui permet de reconquérir cette assurance et cette plénitude intérieure, différente de la suffisance et sans lesquelles l'effort humain est difficilement efficace. Bien sûr, cela ne sera pas facile après tant d'efforts impérialistes pour aliéner notre peuple. Mais nous sommes sûrs du résultat final, car nous sommes sûrs d'avoir réussi à dénoncer la plus monstrueuse falsification de l'histoire de l'humanité, le mensonge le plus éhonté que les historiens modernes, et en particulier les égyptologues, aient cherché à échafauder en liaison avec les nécessités de l'exploitation impérialiste. Il est donc impossible de donner ici, même sous forme de résumé succinct, l'essentiel de ce travail. Je me bornerai seulement à signaler aux lecteurs pour les inciter à chercher, tant il est exact que la vraie conviction ne peut provenir que d'un effort personnel, que l'idée d'une Égypte nègre ayant civilisé toute la terre a été unanimement admise depuis l'Antiquité. Tous les écrivains et les philosophes anciens, sans exception, grecs et romains, Hérodote, Diodore, ainsi de suite, jusqu'à l'apogée de l'impérialisme moderne, l'ont toujours accepté. La bourgeoisie capitaliste, ayant réussi à exploiter tous les peuples du monde, était devenue très puissante et par conséquent avait de nombreux valets à sa solde. C'est ainsi qu'entre autres les égyptologues, qui ont préparé le terrain moral en essayant de détruire à tout jamais et dans tous les esprits le souvenir de l'Égypte nègre, civilisatrice du monde. La tâche fut difficile car il est impossible de prouver le contraire de la vérité. On passa désormais sous silence le témoignage gênant des anciens qui furent contemporains des Égyptiens qui les ont vus. Voyez-vous, les Égyptiens, je suis en train de lire Alerte sous les tropiques de Cheikh Anta Diop.
page 47, 48. Là, je viens de lire déjà les deux là. Je suis maintenant à la page 49. La tâche fut difficile car il est impossible de prouver le contraire de la vérité. On passa sous le silence le témoignage gênant des anciens qui furent contemporains des Égyptiens, qui les ont vus en Égypte même lors de leur voyage et qui ont écrit unanimement sans équivoque possible que les Égyptiens étaient des nègres et que l'Égypte était la terre classique où tous les peuples de la Méditerranée ont puisé les lumières de la civilisation. On ne pouvait que passer sous silence les témoignages aussi formels et aussi contraires aux exigences économiques du moment. Cela ne fut pas suffisant. En dépit de l'ensemble des documents historiques qui témoignent unanimement dans un sens indésirable pour les historiens de l'impérialisme, on postula toute une histoire des origines de la civilisation égyptienne avec des fictions de chamites orientaux, de libyens, de libico-berbères, de créto-libyens, ainsi de suite. Comme les gens là qui sont venus nous dire, comme celui-là qui est monté tout à l'heure là sur le live pour nous dire que c'était des berbères, par exemple. Autant de notions volontairement nébuleuses sous la plume des spécialistes et dont tout le mystère sera dévoilé par le travail dont il est question plus haut. À force de postuler, on finit par s'embourber dans ses propres convictions et l'on se croirait dans un monde aux lois renversées en lisant cette phrase qui est la charnière du raisonnement par lequel Champollion-Figeac refute la thèse d'une Égypte nègre admise jusqu'ici, en particulier par le grand savant Volney. C'est-à-dire, la peau noire et les cheveux crépus, ces deux qualités physiques ne suffiraient pas, n'est-ce pas, à caractériser la race nègre de l'ancienne population égyptienne, ainsi de suite. Le raisonnement de Volney repose, entre autres arguments, sur une remarque que cette remarque d'Hérodote relative au Kolch, dont le père de l'histoire voudrait démontrer l'origine égyptienne. Il dit, je cite, « Je le conjecturerai aussi sur les deux indices. Le premier, c'est qu'ils sont noirs et qu'ils ont les cheveux crépus. » Hérodote, livre 2, page 104. Enfin, dans le même livre, Hérodote dira plus loin à propos de l'origine des oracles de Libye et de Grèce, il dit « Et lorsqu'on dit que ces colombes étaient noires, on nous donne à penser que ces femmes étaient égyptiennes. » Quand on pense qu'Hérodote a vu les Égyptiens chez eux, comme nous voyons aujourd'hui les Français dans les rues de Paris, si on lui accorde d'être capable de distinguer la couleur de peau des gens qu'il rencontre, son témoignage devrait rendre impossible les fantaisies des historiens modernes. C'est comme si dans 2000 ans, les Noirs réfutaient un témoignage oculaire que nous aurions laissé sur la race européenne en affirmant que la peau blanche, les cheveux blonds et les yeux bleus ne suffisent pas à caractériser la race blanche, en parodiant ainsi, n'est-ce pas, Champollion-Figeac. Le lecteur comprendra que nous ne puissions citer des innombrables arguments décisifs que l'on peut invoquer prouvant que les Égyptiens étaient des Noirs et le sont demeurés jusqu'aux Coptes et Fellahs d'aujourd'hui. N'est-ce pas, les Coptes qui sont là-bas aujourd'hui?
et les fellahs d'aujourd'hui. À quelques métissages près, j'ai voulu seulement l'armer, n'est-ce pas, le verbe armer, en éveillant son sens critique contre tous les passe-passe des historiens, afin qu'en les lisant, il ne lui fasse plus avaler des inventions et des postulats sans qu'il s'en doute. Cependant, je ne saurais terminer ce chapitre sans dire que dans le domaine de la langue, j'ai comparé avec succès toute la grammaire et le vocabulaire Wolof, par exemple, avec ceux de l'égyptien. Et je suis arrivé à des rapports aussi certains entre le Wolof et l'égyptien qu'il en existe entre le latin et le français. J'ajoute qu'il a été impossible d'établir des rapports analogues entre l'égyptien et les langues indo-européennes ou sémitiques. Des fictions de Seth, et au niveau à l'école de Berlin, on sent la preuve éclatante. Surtout la première partie, là, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Lire une idéologie politique, c'est à page 48. Page 43 seulement. Tout ceci ne sera possible que le jour où l'Afrique redeviendra elle-même. C'est-à-dire quand elle cessera d'être engrainée par toutes ces croyances sordides qui lui ont été infusées méthodiquement. Mais à ce point de vue, nous savons faire une entière confiance au continent africain. Nous restons absolument convaincus que, malgré les méthodes d'asservissement moral étudiées jusqu'à dans leurs moindres détails, l'Afrique saura avec une facilité désespérante rejeter comme dans un mouvement de nausée toutes ces croyances malsaines qui ont atrophié son âme et l'empêchent d'atteindre sa véritable plénitude. Il y a eu une communication instinctive entre l'Africain et la nature qu'aucune croyance ne saurait abolir sans être néfaste pour lui. Et c'est grâce à cette communication que l'Africain pourra atteindre son niveau humain véritable, spécifique, la réalisation de toutes ces possibilités qu'il porte en lui. Nous sommes persuadés que, comme tout le monde, que l'on ne crée pas sans la foi en quelque chose. C'est ainsi que la mythologie gréco-latine a donné naissance provisoirement à une civilisation féconde. C'est ainsi que, n'est-ce pas, voilà toutes ces choses-là. Disons pour terminer que ce sont les ressorts que nous cherchons au fond dans la tradition africaine. Je répète, disons pour terminer que, ça c'est lui qui écrit, hein, je suis en train de le lire. Ce sont les ressorts que nous cherchons au fond dans la tradition africaine, et quand nous les trouverons, nous devons nous appuyer dessus pour tout casser, à tout casser. Ceci différencie foncièrement notre attitude de celle des africanistes européens qui, lui, est plus préoccupé, n'est-ce pas, de dégager une sorte de vérité historique abstraite. Ceci explique notre indifférence en général vis-à-vis de ce qui a été, n'est-ce pas, sur l'Afrique, même quand ce qui a été fait sur l'Afrique. Même quand ce le fut de bonne foi,
À ce propos, nous disons en passant que seuls les travaux allemands semblent susceptibles de retenir l'attention des Africains futurs par leur côté sérieux et le grand intérêt spéculatif qui s'en dégage. Parce que les travaux français, là, c'est souvent la pagaille. C'est incroyable. Incroyable. Parallèlement à ces livres, Cheikh Anta Diop a publié de nombreux articles. Sa famille a réuni dans ce recueil, sous le titre de l'un d'entre eux, Alerte sous les tropiques, les livres textes qu'il a écrits pendant les 14 années vécues à Paris, de 1946, lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à 1960, année des indépendances africaines. Ce volume s'ouvre sur la toute première publication de Cheikh Anta Diop. Elle a pour sujet l'origine de la langue Wolof et celle de ses locuteurs. Il l'avait rédigée en 1946-47, lorsqu'il était élève en classe de mathématiques supérieures. Cette étude de linguistique est publiée au deuxième trimestre de l'année 1948 dans la revue Présence africaine fondée par Alioune Diop. Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine? Est le second article publié par Cheikh Anta Diop. Il paraît en novembre 48. Là, il liste un peu tous les articles. Ça, c'est un peu plus technique pour ceux qui comprennent. Quand on examine la réalité africaine, on s'aperçoit qu'il y a, d'une part, une partie de la tradition qui est restée intacte et qui continue à vivoter à l'abri de toute influence moderne, et d'autre part, une tradition altérée par une contamination européenne. Peut-on, dans les deux cas, parler de renaissance? Dans le premier, certainement non. Quant au second, examinons de plus près ce qui se passe et nous verrons si l'on peut légitimement lui appliquer l'étiquette de renaissance. Dans ce second cas, il n'est question que d'une forme d'imitation littéraire qui verse souvent dans le lyrisme. Les écrivains africains, sans sous-estimer le moins du monde la valeur de ces écrivains africains de langue étrangère, a-t-on le droit de considérer leurs écrits comme la base d'une culture africaine? Un examen même superficiel nous pousse à répondre par la négative. En effet, nous estimons que toute œuvre littéraire appartient nécessairement à la langue dans laquelle elle est écrite. Les œuvres ainsi écrites par les Africains relèvent avant tout de ces littératures étrangères et l'on ne saurait les considérer comme communément d'une littérature africaine. On ne peut pas écrire pour deux publics aussi différents que le public européen et celui que, globalement, on peut appeler public africain. Or, c'est ici que l'analyse de l'attitude des écrivains devient intéressante. Vaut mieux que je vous trouve un élément d'écriture. Bon, là, c'est un texte un peu dur pour ceux qui nous écoutent. Je vous cherche des parties un peu faciles à assimiler. Ouais, j'ai oublié qu'il fallait même aller dormir. Quand j'ouvre un livre, moi aussi, des fois, j'oublie le sommeil. Dès que j'ouvre un livre,
que j'avais prévu de dormir. C'est incroyable, vous êtes toujours près de 600 depuis là. Ah, tous ceux qui n'aimaient pas lire là sont partis dormir. Merci pour ton abonnement, belle Dandy. Modérateur, ça va.